Vladimir Poutine continuera à considérer que l'Ukraine fait partie du précaré russe et qu'elle n'a pas d'existence politique à avoir, qu'elle doit être démilitarisée, qu'elle ne doit pas avoir d'existence même culturelle, puisque ça ferait partie de l'ère russe. À partir de ce moment-là, je ne vois pas comment il peut y avoir demain une rencontre qui aurait du sens. Parce que l'idée quand même de faire la paix, il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs ce que ça signifie faire la paix entre deux pays. Ça veut dire qu'à un moment donné, soit il y a eu une capitulation, comme il y a eu entre 39 et 45, d'accord ? Et donc il y a un régime qui s'écroule et il y a un régime de substitution politique qui se met à la place. Soit vous avez deux États qui décident à un moment donné de dire on cesse tout ce qui est hostilité militaire et on va mettre en place un cadre politique, culturel, économique qui va permettre une cohabitation et une coexistence. Là, vous avez d'un côté celui qui a commis l'agression qui dit de toute manière celui qui est en face de moi, je vais l'annihiler, il n'a pas de raison d'exister, il n'a aucune véracité historique, tout ce qu'il représente n'est que le mal et je vais mettre à terme à ce mal. Comment voulez-vous qu'il y ait une rencontre de paix sur quelque chose qui est impossible à entendre pour les Ukrainiens? Pour les Ukrainiens, une condition de paix, ça voudrait dire qu'aujourd'hui les hostilités s'arrêtent, qu'il n'y ait plus de bombardement des civils, qu'il y ait quand même la grande question de la déportation des enfants qui reviennent sur la table et qu'on sache qui sont ces enfants, comment ils sont traités aujourd'hui, dans quelles conditions ils pourront retrouver une partie de leur famille ou toute une partie de leur famille en Ukraine. C'est toutes ces questions-là. Aujourd'hui, elles ne viennent pas sur la table. Aujourd'hui, on en est simplement à dire il y aura une rencontre entre une administration Trump et une administration russe, et puis secondairement, il y aura peut-être demain quelque chose avec Zelensky. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est ni plus ni moins tout sauf de la négociation. C'est comme ça qu'il faut quand même se rendre compte. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans de la négociation. On est dans un fil politique où des intérêts entre deux administrations vont continuer à parler parce qu'il y a nécessité de parler. Parce que la nécessité du dialogue entre la Russie et les États-Unis, elle est là, elle doit continuer, continuer à exister parce que ça évite qu'il y ait des frictions militaires trop importantes. Vous avez vu qu'à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine, le président Trump a dit « je vais laisser partir 2 sous-marins nucléaires en direction de la Russie » suite à des propos de Medvedev. Donc pour éviter qu'il y ait des malentendus sur tout ce contexte-là, eh ben, oui, il faut qu'à un moment donné, il y ait discussion. Donc là, il y a discussion, il y a pondération, il y a rencontre, il y a tout ce que vous voulez. Mais il n'y a en aucun cas les termes fermes pour faire un cessez-le-feu et alors encore moins une paix. Aline Lebaille-Crémer, vous vouliez réagir? Oui, non, mais il est assez clair pour les Ukrainiens, de toute façon, ce qui est en jeu là, dans les heures qui arrivent ou les jours qui viennent, c'est un cessez-le-feu. Et on est absolument loin, il y a un chemin infiniment loin de la paix juste et durable que l'Ukraine réclame, ou des questions de sécurité à long terme. Là, ce qui se joue, c'est l'obtention urgente et un besoin vital de cessez-le-feu, c'est-à-dire que les tueries quotidiennes et nocturnes s'arrêtent. On va écouter, vous allez voir quelques déclarations de Vladimir Poutine au sujet de Volodymyr Zelensky, des archives, et vous allez comprendre pourquoi le président russe déteste le président ukrainien. Les manipulateurs occidentaux de l'Ukraine ont placé un juif ethnique avec des racines juives, un héritage juif, à la tête de l'Ukraine moderne. Ce qui est dégoûtant, c'est qu'un juif ethnique couvre la glorification du nazisme. Il est possible de négocier avec n'importe qui, mais en raison de son illégitimité, Zelensky n'a pas le droit de signer quoi que ce soit. Jean de Glignassi, on vient d'entendre les propos de Vladimir Poutine au sujet de Volodymyr Zelensky qui font réagir en plateau. Mais vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? On comprend que ça ne date pas d'hier, cette détestation envers le président ukrainien. Oui. Pour Poutine, Zelensky incarne d'abord sa défaite, c'est-à-dire la défaite initiale, celle qui fait que la Russie a perdu l'Ukraine dans les premiers mois en mars 22. Donc à partir de mars 22. Donc pour lui, c'est déjà insupportable. Ensuite, effectivement, Zelensky, il le considère comme un clown. Vous vous souvenez que Zelensky avait
comment dirais-je, donner des spectacles en Russie. Il semble même que Poutine, à l'époque, ait assisté à un de ces spectacles. Donc, c'est incompatible avec la dignité d'un chef d'État, etc. Donc, il y a tout cet accompagnement idéologique. Enfin, Zelensky, maintenant, incarne l'Ukraine indépendante. C'est aussi insupportable. Et puis, il y a l'argument constitutionnel, si je puis dire, c'est qu'en l'absence d'élection, Zelensky n'est plus légitime. Donc en fait, ça fait toute une brochette d'arguments. Si l'on ajoute à ça quelques incidents comme ceux que j'évoquais tout à l'heure qui sont passés à Paris, on peut considérer que la haine est inexpiable. Mais cela dit, nécessité fait loi. Zelensky a pris une loi interdisant de négocier avec Poutine, et finalement, c'est plutôt lui qui est demandeur d'un sommet avec Poutine, et Poutine n'a pas dit non maintenant non plus. Donc, les détestations personnelles passent derrière les considérations géopolitiques et d'intérêt national. Aline Lebaille-Crémer, vous voudrez vous répondre. On l'écoute. Non, je voulais surtout souligner la violence des propos antisémites tenus par Vladimir Poutine à l'endroit de Volodymyr Zelensky. Premier élément. Ce que ça dit aussi de ça, c'est de l'histoire, de 300 ans d'histoire, c'est-à-dire que l'Ukraine incarne la liberté, incarne une cible à abattre de la part des Russes. C'est une ancienne histoire. Je veux dire, il y a quand même eu, entre autres pages tragiques des relations entre la Russie et l'Ukraine, déjà des épisodes de génocide. L'Holodomor, c'est 4,5 millions d'Ukrainiens au moins décimés par la faim, par Moscou. Donc en fait, ce que nous disent les propos successifs de Vladimir Poutine, il y en a d'autres à l'endroit de Zelensky, mais à l'endroit de beaucoup de ce qui relève de l'Ukraine. On se souvient juste avant l'invasion de cette fameuse phrase à propos de l'Ukraine, citant une chanson macabre qui disait ma jolie, il faudra supporter, qui grosso modo porte en eux un appel au viol collectif de l'Ukraine. Donc en fait, la rhétorique de la violence russe à l'endroit de l'Ukraine, elle a une histoire de plusieurs siècles. Donc il ne faut pas non plus sous-estimer pour comprendre ce qu'il se passe en ce moment et pour comprendre aussi la résistance acharnée de l'Ukraine à vouloir être indépendante et pour qui il est hors de question de se remettre sous le joug russe et de sa quête de liberté. Il faut comprendre toute cette histoire et cette emprise impériale et colonialiste et, violente, extrêmement violente et meurtrière. Donc Vladimir Poutine, c'est une vignette clinique de tout un historique. Et en fait, dans ses propos, comme ceux qui animent et qui parcourent tout l'espace informationnel russe, désolé d'y revenir, mais c'est d'une violence sans nom. Et sur la première citation qui a été diffusée, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'huile essentielle de l'antisémitisme absolu. Et donc de violence et de haine, et pour comprendre aussi la violence des crimes qui sont perpétrés ensuite sur le sol ukrainien à l'endroit des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Michel Terzanski. Non, mais ce que je viens de dire, Aline, est tout à fait juste. C'est-à-dire que ces propos sont complètement insupportables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire c'est un juif ethnique, je ne sais pas ce que c'est qu'un juif ethnique, dire qu'il est aujourd'hui devenu un nazi, et ça c'est le vieux discours effectivement des protocoles de Sion qui sont remis à jour. Et ça, je dirais que dans la bouche d'un homme politique qui a ce type de responsabilité, le dire vis-à-vis d'un adversaire est quelque chose qui est complètement invraisemblable. Je dirais là, c'est même pas la question de savoir si en 2019, ils se sont pas mis d'accord sur un protocole et sur le format Normandie. Je crois que là, ça montre la détestation in perso de Zelensky. Et puis, il faut surtout aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, l'Ukraine, elle représente une détestation intrinsèque pour la Russie, au-delà de ce que porte Vladimir Poutine. C'est que depuis Maïdan, c'est la liberté, c'est la démocratie libérale. Et ce que ne peut pas supporter aujourd'hui la Russie, c'est qu'à sa frontière, il y a une possibilité de démocratie libérale. C'est la même chose avec la Corée du Nord qui ne peut pas supporter qu'à côté, il y ait de la musique, qu'il y ait de la joie. Et d'ailleurs, ce que l'on entend aujourd'hui de la Corée du Nord vis-à-vis de la Corée du Sud, c'est que c'est cette peur de cette liberté, de cette façon de rire, de cette façon de danser, de s'exprimer, de parler, de vivre. Et c'est tout cela. Et ça, la détestation à travers le juif ethnique qui serait le mal incarné,
je crois que, comme le disait Umberto Eco, là, c'est vraiment la désignation de l'ennemi au sens strict du terme. On va revoir ces images. C'était il y a 6 ans, la première rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky en décembre 2019 à Paris. Jean de Glignasti, si on va au-delà de la détestation de Vladimir Poutine envers son homologue ukrainien, est-ce qu'un jour, une rencontre, un face-à-face, comme le demande Volodymyr Zelensky, est envisageable ? Oui, c'est envisageable parce que l'un et l'autre vont passer par-dessus leur détestation réciproque. C'est avec son ennemi qu'on négocie, que la pression de Trump est très forte, et je n'exclus pas, mais je n'ai aucune certitude là-dessus, que Trump, en donnant satisfaction à Poutine et en acceptant d'organiser un sommet à deux, ait obtenu de lui que Poutine accepte de rencontrer Zelensky avec un sommet à 3. Donc je crois que ça fait partie, il n'est pas exclu du tout que ça fasse partie du marché global, et donc ils se reverront, c'est sûr. Merci beaucoup Jean de Glignasti.